Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ligne pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Je suis ravi de vous accueillir pour cette rencontre qui a pour titre ce soir Peut-on philosopher avec les enfants? Nous souhaitions en effet aborder cette pratique qui a connu un essor très très important ces dernières années, au moins depuis une bonne dizaine d'années, celle de l'organisation d'ateliers de philosophie pour les enfants, d'initiation à la philosophie pour les plus jeunes, en tout cas une initiation à la philosophie qui débute bien avant l'apprentissage officiel de la philosophie en classe de terminale. Donc plusieurs questions seront sans doute posées ce soir et seront abordées. Comment fait-on de la philosophie avec les enfants, par exemple au collège ou même parfois à l'école primaire? Quelles conditions doivent être réunies et puis quels bénéfices peut-on en tirer? Et plus généralement, il sera question d'éveil à l'esprit critique, d'apprentissage du vivre ensemble et de la fraternité, éléments dont on a bien vu après l'assassinat tragique de Samuel Paty, à quel point c'était des éléments importants pour faire société. Pendant cette rencontre, bien sûr, vous pourrez poser des questions via le chat du compte Facebook de la Bibliothèque publique d'information et nous en prendrons quelques-unes que nous pourrons relayer auprès des intervenants. Alors pour cette rencontre, je remercie vivement l'ensemble de nos intervenants, Edwige Chiroter, Fanny Bourillon, Angie Gadea et Christian Budex. Et je suis ravi aussi de pouvoir continuer à collaborer avec Louise Touret qui va faire l'animation de cette rencontre. Bonjour. Bonjour Louise, merci d'être là avec nous, d'avoir pris du temps pour être là avec nous ce soir pour faire l'animation. Je vous présente pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes journaliste, vous êtes productrice de radio et vous êtes productrice et animatrice de l'excellente émission sur France Culture Être et Savoir, qui d'ailleurs a lieu le lundi soir à partir de 21h et après cette rencontre, vous filerez animer votre émission de ce soir. Je vous laisse la parole et bonne rencontre. Merci beaucoup pour cette introduction, Sébastien. Oui, peut-on philosopher avec les enfants? Alors, je crois que on peut philosopher avec les enfants et vous avez eu raison de poser quelques termes du débat. Comment et pourquoi on va avec les invités voir que ça peut être beaucoup de choses différentes, qu'il ne s'agira pas seulement de paroles, il ne s'agira pas d'un âge en particulier, mais de pratiques qui sont extrêmement multiples et de pratiques qui renouent avec le cœur de la philosophie, c'est-à-dire interroger les termes du sujet, se poser toutes les questions avec beaucoup d'exigence, parce que l'exigence, c'est un terme que tous nos intervenants de ce soir ont tenu à utiliser lorsqu'on s'est appelé pour préparer ce moment. Je vais les saluer tout de suite. Bonsoir, Edwige Chirouter, vous êtes là? Je vais vous voir sur mon écran. Bonsoir Louise, bonsoir à Voilà, tous. super. Oui, je suis là. C'est formidable. Je salue également Fanny Bourillon. Mais avant, je précise, Edwige, que vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université de Nantes et titulaire de la chaire UNESCO Pratique de la philosophie avec les enfants. Fanny Bourillon, bonjour. Bonjour. Ravie de vous voir également ce soir, enseignante en philosophie à l'école des Gobelins à Paris. C'est une école de l'image, l'école des Gobelins, fondatrice des ateliers Philomousse, les moussaillons de la philosophie. Là, on s'adresse aux plus jeunes et particulièrement au centre Pompidou. Vous travaillez pour ces ateliers avec Angie Gadea, que je salue également. Bonsoir. Bonsoir Louise Voilà, et tous. Vous apparaissez à l'image, bonsoir, vous êtes designer d'intérieur et artiste textile et on va voir que quand on fait des choses avec ses mains, à travers la pratique artistique, on peut également philosopher. Vous allez nous expliquer comment. Vous êtes animatrice donc des ateliers créatifs Philomousse mêlant art plastique et art graphique pour le dire entièrement. Christian Budex, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes
le quatrième intervenant, en tout cas dans l'ordre de présentation, professeur de philosophie, conseiller au Centre académique d'aide aux écoles et aux établissements. C'est le C2A2E de l'Académie de Versailles. Je crois que c'est assez unique. Et vous êtes chercheur au CREN, chercheur sur l'enseignement, la pédagogie, et on va parler de pédagogie précisément, mais je vais commencer avec Edwige, si vous voulez bien, Edwige Chirouter. Cette pratique de la philosophie, elle s'est imposée, je dirais, depuis une dizaine d'années, puis vous allez me dire à quand vous datez cet essor de la pratique de la philosophie avec les enfants, et comment vous expliquez ce succès, qui est un succès médiatique, qui est un succès aussi dans l'accueil, mais est-ce qu'on parle toujours bien d'ailleurs, et vous allez le dire en passant, vraiment de philosophie, parce que ça peut ressembler à beaucoup de choses, cette pratique de la philosophie avec les enfants. Oui, alors déjà, ça commence presque dès le début de la philosophie, puisque déjà Épicure disait qu'on n'est jamais ni trop jeune ni trop vieux pour philosopher. Montaigne aussi préconise. Bon, disons qu'en gros, les pratiques réelles dans les écoles, si on parle des écoles, commencent il y a une 50aine d'années avec un professeur américain qui s'appelait Matthew Lippmann et qui a construit les premiers manuels et outils pédagogiques. D'abord dans le monde anglophone, puis ensuite ces mallettes ont été traduites en français par nos cousins québécois et elles sont arrivées tranquillement de l'autre côté de l'Atlantique il y a une 30aine d'années en France. Et ça fait 30 ans qu'il y a des recherches, des militants pédagogiques qui cherchent à développer ces pratiques-là, que ce soit à l'école ou dans la cité. Et c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on voit ces pratiques se développer de façon exponentielle. Il y a eu une reconnaissance institutionnelle. Ces pratiques ont été inscrites dans les programmes d'enseignement moral et civique. Donc ça joue évidemment pour le développement des pratiques. Et puis je crois aussi qu'il y a un regard qui est porté sur l'enfant. Il y a une reconnaissance de plus en plus de l'enfant qui est une personne qui voit le monde, qui se pose des questions et qui a besoin d'être guidé dans ce cheminement existentiel, la mort, le bonheur. Voilà, tous les parents éducateurs savent que les enfants nous posent des questions qui sont déroutantes. Et je pense que c'est une éthique de relation à l'enfant qui s'est consolidée ces dernières années. Et puis, je pense que maintenant, avec les crises politiques, sanitaires, économiques, il y a une urgence politique. Je pense d'apprendre à penser, développer l'esprit critique, développer aussi la coopération, le dialogue interculturel. Je pense qu'il y a des enjeux, vous voyez, aussi politiques extrêmement forts qui font que ces pratiques, effectivement, elles gagnent de plus en plus en légitimité. On a l'impression que peut-être que la pratique de la philosophie avec les enfants pourrait apporter une forme de réponse pédagogique à ces questions qu'on se pose. Vous l'avez dit, Edwige, enseigner par exemple l'esprit critique. Christian Budex, est-ce que ça soulève pour vous dans la pratique, dans les écoles, quand vous allez voir ces ateliers, ce type de questions? Et j'ajoute, quel type de questions pédagogiques sont emportés par cette pratique de la philosophie en classe avec des enfants. Donc on parle bien avant des classes, bien avant celle de terminale. Oui, tout à fait. Sur le premier point que vous soulevez, et dans le prolongement de ce que disait Edwige Chirouter, l'enjeu politique, c'est aussi un enjeu éducatif, notamment, mais pas seulement, dans le champ de l'éducation à la citoyenneté, parce qu'on voit bien que la période dans laquelle nous vivons, je pense là aux fake news, je pense à un rapport à la connaissance qui est maintenant non plus seulement la seule possession, si j'ose dire, des enseignants, mais un rapport en tout cas à l'information, et ce n'est pas forcément la même chose, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet. Toutes ces questions, évidemment, soulèvent la nécessité peut-être un petit peu plus cruciale de développer l'esprit critique. Quant à la question pédagogique que ça soulève, et pour une pratique de la philosophie avec les enfants dès, disons, la grande section de maternelle, eh bien, ça a plusieurs effets, évidemment, tout à fait intéressants, notamment auprès des enseignants qui s'y initient, parce que ça va dans le sens, effectivement, d'un changement de regard sur leurs élèves. C'est quelque chose que beaucoup d'enseignants disent à propos de la pratique de la philosophie avec les enfants. Et considérés comme des interlocuteurs valables en les interrogeant sur des grandes questions existentielles pour lesquelles il n'y a pas une seule bonne réponse attendue, eh bien, ça a des effets effectivement tout à fait importants sur l'estime des soi, des enfants notamment. Donc voilà, du point de vue pédagogique, je pense que ça peut effectivement jouer notamment ce rôle.
Mais ne risque-t-on pas de tomber dans une vision un peu utilitariste de la philosophie? Si on attend d'elle qu'elle règle des problèmes, on peut se tromper parce que finalement, la philosophie, c'est toujours se poser des problèmes et toujours se poser des questions. Edwige Chirouter. Ah oui, il y a deux grands risques de dérive dans ces pratiques-là. Il y a le côté café du commerce, où il n'y a pas d'exigence intellectuelle, où l'atelier de philo, ce serait finalement un atelier de parole libre, où s'échangent plutôt des idées toutes faites et des préjugés que la construction d'une pensée rigoureuse. Donc ça, c'est un premier risque. Puis il y a le risque d'instrumentalisation. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas confondre l'atelier de philosophie et la leçon de morale déguisée. Et ça nécessite, on va peut-être en reparler, mais une formation aussi exigeante des enseignants ou des animateurs qui vont animer les ateliers de philosophie. Ça ne s'improvise pas et c'est difficile de philosopher et c'est difficile d'animer un atelier de philosophie et ça nécessite une exigence, une vigilance et donc une formation aussi de la part des animateurs. Christian Budex, je vous acquiescer sur cette question de la formation. Elle est importante. Est-ce qu'elle est suffisamment prise en compte? Ouais, effectivement, ça renvoie à ce qu'on se disait précédemment. En termes de pédagogie, effectivement, il ne s'agit pas d'un cours de philosophie, il s'agit effectivement plutôt d'accompagner les enfants et les adolescents dans le développement de ce qu'on appelle des habiletés de pensée. Et de ce point de vue-là, y compris en termes relationnels, au regard de cette modification de posture, de ce changement de regard qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, ça demande une formation conséquente. À l'heure actuelle, comment dirais-je, l'éducation nationale participe à un certain nombre de projets de développement de la pratique de la philosophie avec les enfants, mais ça n'est pas encore, je dirais, une lame de fond nationale non plus, je crois qu'il faut le dire comme ça, mais en revanche, on voit tout le bénéfice que vous pourrez trouver au développement de cette pratique, et en particulier dans le cadre de la formation des enseignants, assurément. Parce qu'il y avait un petit sujet aussi de reconnaissance académique de la discipline philosophique telle qu'elle existe dans l'éducation nationale, avec l'arsenal d'inspecteurs, de doyens, de cette pratique un peu par des chemins de traverse, parce que on n'est pas dans la discipline qu'on évalue quand on fait de la philosophie à l'école primaire et parfois même au collège. Là, on s'inscrit pas dans un chemin bien balisé. Edwige Chirouter. Oui, il y a eu une réticence, voire une hostilité de l'inspection générale de philosophie qui regardait ces pratiques-là comme des pratiques peut-être un peu sauvages. Donc, on a dû gagner en légitimité. Et c'est vrai je pense que maintenant, il y a 30 années de recherche, ne serait-ce que dans le monde francophone, qui ont vraiment montré à quel point et à quelles conditions ces pratiques pouvaient être vraiment des pratiques sérieuses, rigoureuses. Et que la question n'est plus tant peut-on philosopher avec les enfants, mais à quelles conditions peut-on véritablement parler d'un cheminement philosophique. Et là, je pense qu'on a quand même gagné en légitimité de ce point de vue. Même si la philosophie reste enseignée officiellement qu'en classe terminale. Mais du coup, pardonnez-moi cette question directe, mais est-ce que les instances académiques, quand même, sont entrées en dialogue avec vous, par exemple, avec d'autres défenseurs de la philosophie, avec les enfants? Est-ce qu'on a avancé sur ce terrain pour la faire reconnaître aussi comme quelque chose qui existe, même si c'est pas une discipline avant la terminale? Oui, moi je suis optimiste. Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les discussions à visée philosophique ont été inscrites entre 2015 et 2018. Ça a bougé maintenant, ça reviendra. Et je pense vraiment qu'au fur et à mesure, on gagne une bataille de légitimité. J'ai l'air un peu maniaque comme ça avec cette reconnaissance, mais c'est vrai qu'on voit souvent que dans l'éducation nationale, ce qui est reconnu officiellement prend beaucoup plus de poids et d'ampleur et porte plus auprès non seulement des parents, mais aussi de toute la société. C'est un peu comme ça que fonctionne notre pays. Oui. Si je me permette, pour justement prendre un petit peu de champ par rapport au champ français, l'UNESCO a créé une chaire et la pratique de la philosophie avec les enfants est dans les préconisations de l'ONU à l'horizon 2030. Donc, oui,
pour le développement humain global, des préconisations qui sont très larges et dont fait partie donc la philosophie avec les enfants. Je le disais au début, ça peut être beaucoup de choses et c'est vrai que moi-même, j'ai été assez surprise, mais avec beaucoup de bonheur, de découvrir cet atelier à travers nos échanges, Angie Gadea et et Fanny, pardon, Bourillon. D'autres moyens, en fait, d'accéder au raisonnement philosophique. Et là, on passe plus par la parole, même si peut-être on y revient, par la pratique artistique. Déjà, d'où cette idée a-t-elle germé? On va commencer peut-être avec vous, Fanny. Je prends au hasard une des deux, hein. Fanny Oui. Bourillon. Et puis, Angie, vous pourrez compléter. D'où cette idée donc a-t-elle germé de philosopher autrement avec la pratique artistique, une pratique exigeante d'ailleurs? Alors, l'idée est venue avec peut-être une volonté de ma part, comme j'ai proposé l'idée à Angie, hein, de ne pas terminer un atelier philosophie sur seulement des paroles, même si les paroles et le dialogue a énormément évidemment d'intérêt, mais de le poursuivre. Donc il y avait vraiment une volonté de poursuivre quelque chose par le biais d'une pratique artistique et d'essayer de mettre en mouvement la pensée par le biais d'un geste artistique et donc de concevoir avec Angie des petits ateliers créatifs qui sont pensés à partir d'une question philosophique. Donc voilà, on a par exemple un atelier sur le rêve, à quoi servent nos rêves, et on propose aux enfants ensuite de poursuivre en réalisant un attrape-rêve. Bon, l'idée évidemment, c'est de susciter aussi un intérêt chez les enfants par une pratique un peu plus ludique et aussi de poursuivre tout l'imaginaire qu'ils mettent aussi en action lors des ateliers philosophiques, lors des discussions et du dialogue qui se fait pendant la partie philo. Qu'est-ce qu'il apporte pour vous ce geste artistique, Angie Gadea? Et bon, déjà pour nous, c'est très important, comme Fanny disait, de passer de la parole à un autre langage. Ça complète pour moi la réflexion parce que ça aide à intérioriser tous les concepts que les enfants ont discutés. Et en plus, ça aide à exprimer la pensée, les idées et les choses qui restent normalement dans la tête des enfants. Ils nous laissent rentrer un peu dans leur monde. Et moi, je trouve que ça, sincèrement, c'est le plus intéressant quand je vois les créations de chaque enfant. Ça me laisse voir un peu qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et je trouve ça génial. C'est une façon de rentrer dans ce monde très intime, c'est très symbolique toujours. Et voilà, pour moi, ça aide vraiment à compléter la partie philosophique avec la partie créative. Il y a une forme de révélation et si la philosophie nous dit connais-toi toi-même, on a là un moyen d'accéder aussi à une forme de connaissance de soi. Mais ça, est-ce que vous l'aviez formalisé au départ, Fanny Bourillon? Pas tout à fait, mais c'est quelque chose qu'on observe par exemple dans des ateliers sur l'image et les réseaux sociaux. C'est un atelier qui est souvent demandé par les professeurs, puisque à la BPI du Centre Pompidou, nous faisons des ateliers d'éducation artistique et culturelle en partenariat avec des collèges d'Île-de-France et de Paris. Et c'est vrai que pour cet atelier, par exemple, sur l'image de soi, donc la question qu'on avait posée, c'est suis-je celle ou celui que je montre au travers des réseaux sociaux? Eh bien, on a finalement, c'est vrai, beaucoup cette question de qu'est-ce qu'être soi-même qui revient, puisque aussi on les y sollicite un petit peu avec cette question. Et voilà, là, c'est des propositions, vous avez des propositions ici créatives qui ont été faites par des participants et participantes. Voilà, donc ici, Angie avait proposé, peut-être Angie peut expliquer la partie créative pour cet atelier. Oui, les images qu'on voit, par exemple, si vous voulez bien nous les commenter. Oui. En fait, comme l'atelier, on travaille sur l'image et on demande si on est vraiment ceux qu'on montre aux autres sur les réseaux sociaux. J'ai proposé de faire un type d'autoportrait où ils ont 2 couches. Et du coup, la première partie, ils font une composition avec la partie qu'on laisse les autres voir.
Et si vous voyez, c'est un papier calque. Du coup, on voit un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais pas complètement. Et à l'intérieur, ils font un autoportrait ou ça peut être une composition qui représente toutes les choses qu'on ne se sent pas à l'aise à montrer. Et du coup, on trouve des choses incroyables. Et il met des choses, normalement, dans la première couche, il parle des amis, de la famille, de la joie, des choses comme ça. Et derrière, il met toujours des choses qui sont évidemment pas simples pour, en plus, les adolescents. Parce qu'on travaille beaucoup avec des adolescents et c'est précisément l'âge où les réseaux sociaux, c'est vraiment leur moyen de s'exprimer. On demande toujours avec Fanny qu'est-ce qu'ils utilisent le plus et ils utilisent Snapchat et Instagram. Je pense que c'est ces deux-là. Et c'est vraiment important, je trouve, traiter tous ces types de sujets avec eux. Avec un geste artistique qui n'est pas forcément évident, puisqu'on relie souvent l'art au talent artistique. Alors, comment vous faites pour proposer des activités accessibles? On peut penser que ceux qui se rendent à l'atelier sont motivés, mais tout le monde n'a pas les mêmes appétences, aptitudes, rapport à la matérialité du geste. Comment vous faites alors, Angie Gadea, pour proposer des choses pertinentes? Tout à fait. En fait, c'était un objectif très personnel pour moi de permettre aux enfants, ou soit des enfants ou des adolescents, de trouver une façon de s'exprimer de façon artistique, mais rendre l'activité facile. Parce que je comprends tout à fait les sentiments d'arriver, par exemple, dans une classe d'art et que quelqu'un me demande à dessiner quelque chose et quand vous voyez une page en blanc, ça, tout de suite, on reste coincé parce qu'on ne sait pas quoi faire. Du coup, je ne voulais pas faire, en parlant avec Fanny, on s'est dit il faut rendre l'activité facile. Et du coup, je cherche toujours des moyens, des techniques et je mélange tout. Je demande toujours de faire un mélange et des fois, il utilise la peinture, le collage, la photo. On essaie de trouver toujours des choses. Et en plus, l'objet, il est très bien pensé. Je développe une idée. Par exemple, je pars d'une question philosophique et à partir de ce moment-là, je sais tous les concepts que je veux qu'ils travaillent dans l'objet. Et chaque chose qu'ils font dans l'objet, c'est vraiment bien pensé. Et ça mène à une réflexion aussi dans le processus créatif. Et on voit, par exemple, avec Fanny, on voit qu'il y a des fois, il y a des enfants qui ont très mal à s'exprimer pendant l'atelier philosophique. Et tout à fait dans la partie créative, ils sont super investis et ils se sentent très contents parce qu'ils arrivent à exprimer quelque chose. Et même moi, je sais que moi, j'ai des fois plus mal à m'exprimer par mes mots, mais par les moyens de la création, j'arrive des fois à exprimer beaucoup plus simplement. Et voilà, c'était vraiment important pour moi de rendre l'art accessible pour tous, ou la création accessible pour tous. Edwige Chirouter, comment percevez-vous cette activité philosophique qui complète l'atelier de discussion et d'échange par une pratique artistique en tant que philosophe? Je suis vraiment admirative de leur travail et je trouve que vraiment on pourrait remplacer le mot pratique artistique par le mot pratique philosophique. C'est exactement la même philosophie. C'est l'idée que les enfants, dans l'atelier de philosophie, ils vont vivre une expérience de pensée. On est la main à la pâte, mais avec les concepts, et que cette philosophie, elle doit être incarnée, elle doit être vivante. C'est vrai que malheureusement, la philosophie, elle n'a pas toujours ce visage-là. Elle paraît parfois académique, abstraite, absconse, élitiste. Et le fait justement de pratiquer avec les enfants, c'est aussi pour qu'ils puissent avoir une autre expérience de la pensée et quelque chose, un moment qui va être ludique, vivant, incarné. Moi, je me sers beaucoup de la littérature de jeunesse, donc on lit une histoire, on s'identifie aux personnages, on rit avec eux, on doute avec eux, on pleure avec eux. Et c'est effectivement, encore une fois, une expérience que les enfants doivent vivre avec leur tête, avec leur corps et avec leur cœur. Voilà. Et c'est une pratique donc qui est là, que vous offrez, qui est tout à fait complète.
et qui me semble remarquable. Christian Budex, même question. Comment recevez-vous cette création, qui est aussi une création, hein, cet atelier où on fait à la fois, on pratique la création artistique et puis l'échange, la discussion philosophique. Est-ce que ça peut avoir sa place à l'école? Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez pu rencontrer dans un cadre plus scolaire? Oui, bien sûr, je pense que c'est dans le prolongement de ce que vous disiez précédemment. Ce Matthew Lipman, auquel Eddy Schroeter faisait référence tout à l'heure, qui est peut-être le fondateur de la pratique de la philosophie avec les enfants, insistait sur la pensée critique, mais aussi sur la pensée créative. Et là, effectivement, non seulement ça arrache un petit peu la philosophie à sa dimension effectivement intellectuelle pour l'amener sur d'autres terrains, pour pouvoir éventuellement développer une dimension sensorimotrice qui est un petit peu différente de l'enseignement classique, qui passe, il faut bien le dire, beaucoup par des textes, par des lectures. Et puis ce sont des pratiques, il faut le dire aussi, qui sont pédagogiquement très créatives également, et puis qui sont collectives aussi, c'est-à-dire que c'est quand même une des dimensions importantes de la pratique de la philosophie avec les enfants. Alors j'allais y venir. La manière de philosopher, voilà. J'allais y venir, et c'est ce qui caractérise la philosophie avec les enfants, qu'on fait de façon un peu moindre, il me semble, dans les classes de philosophie de terminale, mais chaque enseignant a son style. Ça renoue aussi avec une certaine image qu'on a de la philosophie antique, qui se pratique dans un cadre collectif où on discute, et avec une parole qui circule entre plusieurs personnes. Edwige Schroeter, c'est ça, c'est important aussi, cette dimension collective pour penser, se penser, échanger et confronter sa pensée à celle des autres. Oui, c'est essentiel. Matthew Lipman appelait les ateliers de philosophie une communauté de recherche. Et moi, je suis très attachée à ce terme-là, je le trouve très très beau. Et je pense que c'est même l'école qui devrait être une communauté de recherche. Je pense vraiment que les ateliers de philosophie, dans ce qui se joue dans l'atelier de philosophie, c'est-à-dire une éthique de relation à l'enfant qui est un interlocuteur valable, une éthique de la coopération, où on va apprendre mieux ensemble, on construit mieux nos savoirs ensemble, et puis que les savoirs sont faillibles et que nous sommes aussi faillibles par rapport à nos convictions. C'est vraiment toute une philosophie de l'école qui se joue dans les ateliers de philosophie. Et notamment, effectivement, la coopération. On pense mieux ensemble. La coopération, c'est aussi une petite rupture avec l'école traditionnelle, du moins telle qu'on la voit. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un moment où cette pratique, elle rentre en collision, sans vouloir tout opposer, mais tout de même avec des pratiques pédagogiques plus courantes, sans parler de compétition, mais tout de même, on travaille pour soi, et c'est ce que disent très volontiers les enseignants, c'est pour toi que tu travailles. Donc le fait de collaborer, une forme... tout à l'heure, je parlais d'utilitarisme, mais on peut également parler de gratuité, Christian Budex. Oui, alors bien sûr, il y a d'autres pratiques pédagogiques qui sont coopératives et des enseignants qui travaillent en îlot, en petits groupes. Mais c'est vrai que la pratique de la philosophie a cette dimension de communauté de recherche, qu'elle est un domaine de questionnement un petit peu particulier aussi, dans la mesure où il n'y a pas une seule réponse possible à la question le bonheur dépend-il de nous, et que de ce point de vue-là, effectivement, les enfants se retrouvent placés face à ces grandes questions dans l'existence assez vite, dans des situations où ils sentent qu'ils vont pas pouvoir répondre tout seuls à la question, et que ça appelle d'une certaine manière des pratiques coopératives solidaires. Ils vont s'y mettre à plusieurs face à cette grande question-là. Donc c'est vrai que ça, c'est un aspect un peu spécifique du questionnement philosophique. Et puis pour finir, c'est exact, c'est pas une pratique qui est évaluée, du moins dans le cadre, disons, un peu traditionnel d'une note. C'est une pratique qui, pour le moment, effectivement, jouit d'une certaine forme de liberté à cet égard, et ça arrache un petit peu les enfants à la pression de la note ou de la bonne réponse attendue. Ça déplace un petit peu les lignes de ce point de vue-là. Et effectivement, les enfants en tirent manifestement un grand plaisir quand on les interroge. C'est vraiment une pratique dont on peut souligner la joie qu'elle procure aux enfants. Donc voilà, c'est pas pour dire que le reste du temps à l'école, ils sont dans la tristesse, mais enfin, on est toujours d'accord pour prendre des moments de joie lorsqu'on est à l'école. Voilà. Mais pour les enseignants aussi, hein, on peut dire. Et les enseignants qui pratiquent régulièrement disent que l'atelier de philosophie a bouleversé leur pratique ordinaire.
Oui, c'est aussi une pratique qui ouvre une temporalité, en fait, j'imagine, à l'école, que les enseignants n'ont pas nécessairement, étant donné la course pour les programmes, pour le cours qu'il faut donner. Et l'atelier de philosophie, c'est un temps aussi. Et moi, ça me fait toujours penser à Socrate qui, très souvent, dans les dialogues de Platon, dit souvent à ses interlocuteurs, ne nous hâtons pas, ne nous pressons pas, nous avons le temps de parler. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'atelier de philosophie, puisque déjà dans le dispositif, on est en cercle, et on va se donner un temps pour réfléchir. Donc déjà, il y a un arrêt, il y a quelque chose qui s'arrête. Et souvent, c'est assez impressionnant. Avec Angie, on voit arriver, alors dans l'espace dans lequel on donne les ateliers, on les voit arriver de loin à la bibliothèque, les classes, là, ils arrivent souvent, ils sont très, très contents d'être là, très enjoués. Et puis, le temps qu'on leur explique ce qu'on va faire, dans le temps qui est donné, dans la matinée, et qu'on les convoque avec une question, tout à coup, il y a quelque chose de très, de l'ordre de la concentration qui se met là en place. Ils comprennent assez vite. Moi, souvent, je leur dis que ce qui est très nécessaire en termes d'outils pour comprendre ce que c'est qu'un atelier de philosophie, c'est l'écoute. Donc, il y a toujours, je leur donne toujours cette phrase, ce fragment d'Héraclite, ne sachant pas écouter, ils ne savent pas non plus parler. Et donc, apprendre à parler, c'est apprendre avant tout à écouter ce que les autres ont à dire et savoir rebondir, savoir aussi s'opposer, mais avec un certain nombre d'outils pour s'opposer et pour construire à partir de cette opposition. Donc, construire à partir de la discorde. Pour bien s'opposer, il faut bien écouter, c'est certain. Qu'en est-il du collectif et de son importance dans cette pratique de l'atelier que vous avez, Fanny Brouillon? En quoi est-il porteur? En termes de collectif? Oui, le fait d'être plusieurs et de le faire ensemble et de ne pas être seul devant son objet, mais vraiment en groupe. Alors, que ce soit dans la partie philosophique, les ateliers de philosophie, ils se font comme tous les ateliers qui se font, c'est-à-dire vraiment en cercle, où là, on pense ensemble. Comme l'a dit Edwige Chirouter, on pense mieux ensemble. Et donc, il y a l'idée de construire des éléments de réponse et un raisonnement ensemble. Et moi, animatrice philosophie, je guide, et puis je les aide à reformuler parfois ou à reformuler une réponse. Donc, l'enjeu se joue beaucoup là pour l'animateur de philosophie. Et ensuite, la pratique collective se joue aussi beaucoup dans l'observation qu'ont les enfants ou les adolescents lorsqu'ils créent, l'observation de ce que font leurs camarades, de ce qu'ils sont en train de faire à partir des éléments qui leur sont donnés. Et ils sont dans une observation qui est intéressante dans la mesure où il n'y a pas tant de mimétisme que ça, mais aussi une observation qu'à partir, pareil, d'un certain nombre de consignes, ils vont faire des choses tout à fait différentes. Et donc, ils apprennent aussi qu'ils ont des capacités à créer des choses tout à fait singulières dans un temps pourtant réduit et à partir d'une question qui était assez abstraite au départ pour eux. Ça peut être aussi une forme de pratique artistique, Angie Gadea, le fait d'être en collectif et de travailler ensemble, de se regarder, de se comparer, mais dans un sens positif, avec peut-être le fait détourné qu'on parle de philosophie, donc on est plus détendu par rapport à sa réalisation artistique. Je ne sais pas, je ne veux pas trop avancer, mais dites-moi. Oui, tout à fait. En fait, déjà, la partie créative, elle aide à trouver des solutions parce que quand même, ça pose un problème. Ils partent d'une idée qu'ils doivent mettre en papier ou créer. Et dans ces moments-là, ils commencent tous à chercher. Et vous voyez, normalement, dans les ateliers, quelques-uns qui ont tout de suite une réponse et ils commencent à créer sans se poser trop de questions. Mais après, il y a quelques autres qui commencent à chercher. Et là, ils commencent à regarder les autres et ils commencent à partager, à se faire des questions et ils commencent à observer. Et tout ça, je trouve que ça aide à reconnaître les différences entre tous et les capacités de chacun, comme Fanny disait. Et de certaines façons, ils sont obligés à des fois s'adapter ou prendre des actions que des autres ont prises. Et dans ces moments, c'est un moment où ils travaillent les capacités relationnelles parce qu'ils sont obligés à observer, ils sont obligés à partager, ils sont obligés à reconnaître les différences. Et dans certains moments, on voit comment
ils sont contents, même si des fois ils doutent parce que des fois ça joue aussi sur l'estime de soi. Des fois on trouve des enfants qui ont mal tout de suite à s'exprimer, ils sont un peu coincés, mais avec la partage, ils commencent à créer et dans certains moments, on voit comment ça se déclenche un peu. Ça déclenche un peu et ils ont, dans certains moments, ils trouvent leur capacité créative aussi. Et si vous voyez sur les images qui sont en train de passer, ça c'est un atelier qu'on a fait qui traite, le sujet c'est l'amour et l'amitié. Du coup, on a décidé de faire un carnet qui s'appelle le carnet du cœur. Et dans l'idée principale, c'est de travailler deux choses. Trouver toutes les choses qu'on aime et qu'est-ce que ça veut dire l'amour. L'amour, c'est pas juste aimer une personne, c'est aussi aimer la vie, aimer les amis, apprécier des choses dans la vie. Et aussi, on travaille un peu sur les liens qui ont fait dans la vie. Du coup, c'est un cahier où déjà c'est un cœur humain, c'est pas un cœur comme ça, c'est un cœur humain. Et il y a une petite fenêtre, si vous voyez sur l'image, il y a une petite fenêtre pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, ils font un collage. Ils peuvent écrire, ils peuvent dessiner, ils peuvent mettre des mots. Si vous voyez les choix de cet enfant, il a mis la tolérance, simplicité, calme, liberté et comprendre. C'est vraiment quand vous voyez des créations comme ça, vous voyez qu'est-ce que lui, c'est important pour lui, qu'est-ce qu'il apporte dans son cœur, lui. En fait, c'est un peu cette idée-là. Et c'est un cahier qu'il peut continuer à travailler à fur et à mesure à la maison. Et c'est très intéressant le type de créations qu'on trouve chaque fois. Et ça, c'est à partir de la question peut-on vivre sans aimer? Ouais. C'est à la suite donc de l'atelier philosophie peut-on vivre sans aimer? Ouais. On n'a pas eu encore de proposition avec un cœur où il n'y a rien dedans. Hein. Ouais. On a toujours énormément de propositions différentes. Ouais. C'est très beau ce qu'on voit. Et chaque enfant, même si on le propose, par exemple, faire du collage, dessiner, faire la peinture, chaque enfant, des fois, il y a des enfants qui nous surprennent. On a eu un enfant qui a décidé juste d'écrire les mots et le nom de toutes les personnes qu'il apprécie dans sa vie. Du coup, il avait rempli le cahier de noms. Et il m'a demandé d'ajouter même des pages parce qu'il voulait ajouter plus de personnes. Du coup, il a fait un collage dans la première partie, mais tout le reste, c'était des noms. La question que je me pose, c'est est-ce que beaucoup d'adultes aimeraient participer à ce genre d'atelier? Et je crois que oui. Ouais. Je crois qu'il pourrait y avoir une demande. Et d'ailleurs, peut-on philosopher avec les adultes? Ce serait une bonne question parce qu'il n'y a pas tant de ça. Il n'y a pas tant d'adultes qui ont la chance de poursuivre de manière continue cette réflexion philosophique dans leur vie, en tout cas d'une manière où ils se le disent, où ils peuvent le faire collectivement, parce que évidemment, nous pensons tous et nous nous interrogeons tous, c'est la condition même de l'homme et de la femme, donc. Edwige Chirouter, en quoi, et je voudrais qu'on y revienne, parce qu'on a parlé de cette dimension d'esprit critique, à travers ces questionnements aujourd'hui, répondre plus largement à ce qui traverse et de manière assez bouleversée parfois la société, le monde des adultes, des questionnements sur le vivre ensemble, la tolérance, le fait d'accepter les autres, donc la tolérance. En quoi la pratique de la philosophie aujourd'hui pourrait aider, aider les enfants qui la pratiquent, oui, on comprend tout de suite, mais aider des enseignants, des adultes, des éducateurs à aller vers ces objectifs. Oui, et je vais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. Avec plaisir. Le rapport à la temporalité dont parlait Fanny, mais justement parce que la philosophie, c'est un peu un temps à part. C'est Hannah Arendt qui disait que pour faire vivre les démocraties, et vous savez qu'elle a travaillé sur les crises de la démocratie et comment des démocraties cultivées comme l'Allemagne peuvent générer de la barbarie. Et elle fait la différence entre l'intelligence et la pensée. Peut-être que les dignitaires nazis étaient très intelligents, très cultivés, mais ils étaient incapables de penser.
Et elle appelle de ses voeux la création de ce qu'elle appelle des oasis de pensée, où on arrête le temps, l'affairement, l'urgence du monde, et on prend le temps collectivement, dans une éthique de relation à soi et aux autres, à penser les grands dilemmes du monde contemporain. Et je pense que les ateliers de philosophie sont le modèle de ces oasis de pensée que proposait Hannah Arendt. Justement, dans ce temps maintenant des fake news, de l'information en continu, on s'arrête, on prend le temps sereinement, calmement de penser ensemble. Et ça, c'est un modèle évidemment qu'on devrait offrir aussi aux citoyens que nous sommes, nous adultes, parce que comme vous le disiez, nous n'avons jamais ces temps-là pour se poser et réfléchir collectivement ensemble. Et c'est pour ça que la philosophie avec les enfants, c'est vraiment un paradigme pour moi à la fois de l'école. Ça devrait être comme tout ça, tout le temps comme ça à l'école, et ça devrait être tout le temps comme ça à la démocratie. Pour moi, c'est vraiment un vrai modèle politique. Un modèle politique battu en brèche par la rapidité de l'époque, la vitesse. On peut se référer à Paul Virilio, mais bien des philosophes contemporains parlent de cette accélération du temps présent qu'il est difficile de combattre. Beaucoup, alors là, je me réfère plus à des psychologues, pédopsychologues qui disent qu'il faut laisser les enfants s'ennuyer, divaguer. Est-ce que philosopher, c'est prendre le temps? Est-ce que c'est aussi ne rien faire d'une certaine façon? Edwige Chiroutet, et puis après on posera ces mêmes questions à Christian Budex. Juste pour ce rapport au temps, c'est pas pour rien qu'on a demandé au sociologue Hartmut Rosa d'être je pensais à lui. de la chaire UNESCO, et il est le parrain de la chaire UNESCO sur la philosophie avec les enfants. Je ne savais pas. Ben oui, et il a participé il y a quelques années à un documentaire qui s'appelle Tout s'accélère, que je recommande à tout le monde, où c'est un professeur des écoles, dans une école du 19e arrondissement à Paris, qui était un ancien trader, je crois, qui a fait un burn-out, qui choisit d'être professeur des écoles et pour qui le rapport au temps est quasiment une obsession dans sa classe, et qui propose notamment des moments d'ateliers de philosophie. Et Hartmut Rosa est interviewé sur justement, effectivement, peut-être que plus que jamais, même si cette expression elle est un peu galvaudée, mais c'est vrai, prenons le temps, pédagogie de la lenteur, et justement aussi parce que la philosophie, c'est difficile. C'est-à-dire que la temporalité de la philosophie, c'est un temps où on arrête l'urgence du quotidien, mais ça va être un temps long. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois ou deux fois. C'est tout au long de la vie qu'il faudrait faire cet exercice qui, on l'a vu, est ludique, plaisant, joyeux. Montaigne disait folâtre. Il faut que la philosophie soit folâtre. Mais elle est aussi difficile, exigeante, et que parce qu'elle est difficile, elle va nécessiter un temps et une temporalité aussi qui va durer jusqu'au temps de la vie. Donc c'est pour ça que la philosophie, c'est à l'école, c'est dans la cité, et toutes ces initiatives-là sont complémentaires. Et c'est pas évidemment la recette magique qui va résoudre tous les problèmes politiques, économiques et sociaux, mais c'est vraiment un levier sur lequel il faudrait qu'on s'appuie. Et c'est tellement, tellement dommage que la philosophie ne soit pas encore plus vulgarisée. Philosophie qui réconcilie beaucoup de choses, l'exigence et le plaisir, voire l'amusement. Vous l'avez dit, je ne vais pas reprendre tous vos propos, Edwige Chiroutet, mais Christian Budex, je voulais vous parler aussi de cette nécessaire formation à l'esprit critique, à aujourd'hui la tolérance, on l'a dit dès l'introduction, ça paraît complètement urgent dans ce monde. Alors, est-ce qu'il faut s'arrêter, puisqu'on disait, prendre le temps, est-ce qu'il faut vraiment se donner des temps d'arrêt pour s'adonner à cette tâche extrêmement importante aujourd'hui? Et ça fait consensus dans l'école, en tout cas. Le fait qu'on doive parler d'esprit critique, de tolérance et l'apprendre aux élèves. Oui, parce que on parlait d'oasis de pensée, oasis de décélération, mais aussi oasis éthique, c'est-à-dire que je continuerai avec Matthew Lichtman qui disait il y a la pensée critique, il y a la pensée créative, mais il y a la pensée bienveillante aussi. Et il ne peut pas y avoir de pensée critique sans une pensée bienveillante, disait Matthew Lichtman. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot parfois un peu fourre-tout, mais ça veut dire que la particularité de la pratique de la philosophie avec les enfants, c'est qu'elle instaure un cadre éthique de discussion. Il y a des règles, il y a une disposition géographique et humaine très particulière. Le face-à-face des visages, c'est pas rien. Ça met les enfants et les adultes dans des dispositions éthiques tout à fait particulières. Quand on interroge, quand on regarde un peu les enquêtes, qu'on demande aux enseignants ou aux enfants même,
quelle est la qualité qu'ils mettent en avant dans les ateliers de pratique de la philosophie, eh bien, c'est l'écoute, comme vous le disiez tout à l'heure. Ils sont très sensibles à ça. Comme disait le grand philosophe Alain Souchon, il faut voir comment on se parle, nous. Comme on nous parle. Voilà, et oui, comme on nous parle aussi, mais comme on se parle nous-mêmes. Et vous évoquez les adultes tout à l'heure. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle des cafés philo, mais des ateliers de pratique de la philosophie avec les adultes, avec ce cadre éthique, avec ce face-à-face dans un cercle. Là, moi, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter avec des proviseurs de lycée réunis par la rectrice l'année dernière, même des inspecteurs qui se sont retrouvés en rond, là, en cercle, pardon, avec leur petit chevalet avec le prénom au pied de la chaise, pour discuter sur la question du temps qui passe, puisqu'on évoquait ça, et bien, à chaque fois que les adultes expérimentent ce dispositif, ils font l'expérience de cette oasis de décélération, d'acceptation de la différence. Vous parliez de tolérance, c'est vrai que c'est aussi parce qu'il y a décélération et un certain nombre de règles éthiques, d'écoute, de respect, et bien que on peut prendre un peu de temps d'écouter les autres, dont on ne partage pas forcément les mêmes positions, les mêmes visions du monde, mais voilà, je crois que c'est un lieu et un temps où on apprend à apprivoiser un petit peu ces différences, sans être en accord pour autant, mais sans les transformer en violence de facto. Et ça, je crois que c'est aussi utile aux enfants qu'aux adultes. Est-ce qu'on enregistre dans les écoles ou les classes où se pratique la philosophie à travers des ateliers ou d'autres dispositifs une baisse de la violence? La violence, ça peut être beaucoup de choses, hein. C'est pas seulement physique, hein. C'est aussi des rapports parfois très durs entre enfants, une meilleure atmosphère. Est-ce que c'est mesuré, Christian Budex? Alors, je crois qu'il faut être prudent. Ou mesurable, hein. Oui, être prudent avec cette question, c'est un enjeu de recherche qui est la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, qu'on puisse penser qu'elle ait un effet effectivement sur, disons, la qualité des relations entre les enfants, les adolescents ou les adultes. On peut le penser, mesurer, c'est un petit peu plus difficile. Il faut, je crois, aussi être prudent à cette idée que vous évoquez tout à l'heure, hein, que du coup, ce serait le remède instrumental à tous les maux de la société. Moi, je travaille sur l'éducation à la fraternité. Je suis convaincu que la pratique de la philosophie avec les enfants, j'essaie de le montrer, peut jouer un rôle dans ce domaine, mais ça va pas suffire, quoi. Enfin, je veux dire, si le reste de la société est violent et non fraternel, il suffira pas de pratiquer la philosophie avec les enfants. Il faut que l'école soit fraternelle, que la société soit fraternelle. Sinon, la pratique, si éthique qu'elle soit, je le crains, hein, sans vouloir être trop pessimiste, ne suffira pas à sauver le monde non plus. Donc, voilà, qu'elle ait des effets certainement, mais elle ne peut pas être, comment dirais-je, voilà, elle ne peut pas sauver tout toute seule. Et l'école ne peut pas tout, même si on confie beaucoup à l'école et particulièrement en France, même si on est heureux de voir qu'on peut pratiquer la philosophie dans des ateliers ailleurs qu'à l'école, par exemple au sein de la BPI, du centre Pompidou, Edwige Chirouter. Est-ce que c'est suffisamment étudié? Qu'est-ce qu'on attend de la recherche sur ce plan-là, la pratique de la philosophie avec les enfants, avec les ados? Est-ce qu'aujourd'hui des recherches universitaires sont menées sur ce thème? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et alors, d'abord, il y a eu toute une série de recherches sur déjà ce qu'on appellerait la didactique de l'enseignement de la philo, parce que la question peut-on philosopher avec les enfants, il y a 30 ans, c'était pas du tout évident. Donc, il a fallu montrer effectivement à quelles conditions les enfants pouvaient philosopher, c'est-à-dire toutes les compétences intellectuelles qui sont développées effectivement par les enfants. Et puis après, il y a toutes des recherches sur ce qu'on appelle les effets. Alors, effet, effectivement, sur la coopération en classe, sur l'estime de soi aussi. Moi, j'ai une doctorante qui travaille sur l'identité adolescente, en quoi des ateliers de philosophie ont des effets. Alors, c'est des recherches... Exactement le sujet dont on parlait. Hein. Oui. C'est des recherches qualitatives, hein, bien évidemment. Vous pensez bien que c'est extrêmement difficile. Il faut être humble. Moi, je pense que dans ce domaine-là, comme dans celui de l'éducation, il faut être à la fois extrêmement ambitieux avec nos élèves, mais vraiment viser l'excellence, la démocratisation pour tous de cette culture, de cette exigence, et humble en même temps,
parce que on est une toute petite chose par rapport à ce qui va construire évidemment l'enfant et l'école dans la société. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'école ne peut pas répondre à tous les mots et la philosophie ne va pas répondre à tous les mots. Mais nous, à notre niveau, en tant que praticiens et chercheurs de la philosophie avec les enfants, il faut être extrêmement ambitieux dans ce qu'on peut proposer. Humble et ambitieux. Sur l'estime de soi, par exemple, on a des recherches et il y a des effets considérables. Et sans parler de recherche universitaire, juste un témoignage, mais je travaille avec le quartier mineur de la prison de Nanterre, où il y a une éducatrice, Justine Boucher, qui est philosophe de formation et qui propose des ateliers tous les vendredis. Et on voit ces jeunes qui, évidemment, sont extrêmement abîmés par la vie, qui vivent en prison alors qu'ils sont mineurs. On voit les corps se redresser pendant l'atelier et les regards qui étaient baissés, eux aussi, affronter le regard des autres, et c'est extrêmement émouvant et extrêmement impressionnant. Fanny Bourillon, je vous entendais un petit peu réagir, sans parler de ces cas extrêmes de mineurs emprisonnés qui ont besoin, on l'entend, de philosophie. Est-ce que vous aussi, vous voyez les corps et les attitudes des adolescents qui fréquentent votre atelier changer, se modifier, peut-être se redresser Absolument. Absolument. Et souvent, comme vous le disiez, les professeurs qui sont présents, qui d'ailleurs souvent lèvent la main pour répondre aux questions eux aussi, s'étonnent de voir l'attitude de certains de leurs élèves qui sont parfois un peu chahuteurs, qui peut-être auraient pu profiter de l'occasion pour discuter avec leur... Et pas du tout. En fait, tout à coup, il y a une attitude très différente qui est de l'ordre de l'attention, de l'écoute, et puis qui ils participent. Et ça me fait penser, parce que tout à l'heure, vous faisiez référence à la philosophie antique, et moi, j'ai toujours ça aussi en tête, c'est cette idée que c'est Pierre Hadot qui le disait, qui est helléniste et qui est spécialiste de la philosophie antique, qui disait que l'essentiel de la philosophie, l'essentiel n'est pas le discours dans la philosophie antique, mais bien l'action, la vie, et donc l'agir. Et Socrate le disait d'ailleurs, à défaut de savoir ce que c'est que la justice, je le montre par mes actes. Et il y a quelque chose, évidemment, qui passe de l'idée, de l'intérêt qu'on a pour un problème aussi, au corps, et quelque part aussi soit à un agir, soit, là vous posez la question de l'attention, soit à une disposition à être attentif aussi. Donc voilà, c'est aussi un pouvoir particulier, même s'il faut être modeste, et c'est vrai que la philosophie ne peut pas répondre à l'ensemble des problèmes de la société, et ni même ses ateliers, eh bien, il y a quand même quelque chose qui se joue et qui peut-être conditionne une manière d'agir à l'issue d'une manière dont on a pu penser. Avec cette force du terme même de philosophie, moi je pense que ça aussi, ça agit sur les esprits et peut-être même les cœurs, que c'est extrêmement porteur. Alors je lève les yeux vers mon écran pour vous poser quelques questions qui m'ont été transmises par Sébastien Gaudelus. Je vais vous poser la question de Myriam. La philosophie est en prise directe avec la vie. Rien d'étonnant que l'art puisse prolonger la réflexion, et elle parle d'une autre pratique artistique, le théâtre. Quelles pistes peuvent être explorées en théâtre? Qui veut répondre? Moi, je veux bien parler un petit peu de... Fanny Bourillon. Alors, le théâtre, je n'ai pas une pratique, moi, personnellement, théâtrale, mais je pense tout de suite à Aristote, à la poétique d'Aristote, où il y a cette proposition d'Aristote de voir la tragédie antique comme un moyen de purger les passions et donc de travailler, de mettre en abîme les passions du peuple. Et donc il y a peut-être dans le théâtre évidemment quelque chose encore plus, peut-être cette mise en mouvement, puisque c'est le corps tout entier qui est engagé. Mais voilà, peut-être que mes collègues ont plus d'expérience sur la pratique du théâtre et le lien avec les ateliers de philosophie. Une autre réponse pour Myriam. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies de théâtre qui proposent des moments d'ateliers de philosophie avec leur public, jeune public, public adolescent ou public adulte. Et moi, je dirais que le théâtre, c'est un récit, et comme tout récit, il nous donne à penser le monde. Et puis qu'en plus, faire pratiquer aussi le théâtre et la philosophie un peu mélangés comme on l'a fait avec les arts, ça donne corps aussi. On peut tout à fait imaginer que les enfants puissent mettre en scène aussi les concepts. Donc c'est une façon aussi de rendre la philosophie vivante. Et puis le truchement du jeu et de la fiction.
à certains moments, qui sont des outils philosophiques. Autre question, celle de Loa, j'espère que je prononce bien son prénom. Avez-vous des retours d'expérience d'ateliers de discussion philosophique avec des enfants de 8-9 ans? Donc un âge bien précis, je pense que oui. Et quel support conseillez-vous pour animer un atelier avec des enfants de cet âge? Edwige Schirrouter, si vous voulez bien oui, répondre. parce que vraiment, les pratiques, le gros des pratiques, c'est vraiment l'école élémentaire. C'est là les expérimentations majoritairement se font. Alors, si vous me demandez un support, ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez ce que je vais répondre. La littérature de jeunesse. Voilà. Parce que les enfants adorent les histoires, tout le monde adore les histoires. Et c'est vrai que la littérature, elle existe parce que nous avons besoin de récits qui vont nous aider à penser et à donner sens au monde dans lequel on vit. Donc, moi, je dirais les histoires, ou je dirais les récits en règle générale, que ce soit la littérature de jeunesse, mais la aussi mythologie, la mythologie, le théâtre, la poésie, les films, les chansons. Je pense vraiment que la culture, la médiation par la culture donne vraiment de la profondeur à l'exercice philosophique. Et en plus, les enfants adorent ça, donc ça rend en plus extrêmement ludique aussi l'atelier de philosophie. Christian Budex sur les 8-9 ans. Oui, et puis bien sûr, effectivement, tous les supports qu'on appelle des supports inducteurs et toutes les pratiques artistiques qu'on trouve maintenant chez les praticiens et les praticiennes, il y en a beaucoup. Et il y a un autre enjeu peut-être de l'utilisation des supports et des médiations culturelles, par exemple la littérature de jeunesse, c'est que c'est aussi protecteur, c'est-à-dire que ça donne à la fois un laboratoire d'expérience empathique un peu pour les enfants et ça c'est précieux parce qu'il y a quand même une implication existentielle forte dans le questionnement philosophique. C'est là-dessus qu'on s'appuie et c'est l'une des forces de cette pratique, c'est qu'on considère les enfants comme des interlocuteurs valables en leur demandant ce qu'ils en pensent. C'est un petit peu le malentendu de l'arrivée des adolescents en terminale où ils ont le sentiment qu'en philosophie peut-être on va pouvoir enfin parler de la vie, si j'ose dire. Oui, alors que le but n'est pas de s'exposer, on n'est pas dans l'objectif de s'exposer. C'est ça qu'il faut dire aussi. Tout à fait protecteur. Quand ils sont en train de parler de l'histoire de Yacouba, ils ne sont pas en train de parler de la leur, tout en peut-être pouvant en dire quelque chose. Et ça, c'est quand même important parce que c'est pas un atelier d'exposition publique de l'intime. Surtout que les enfants peuvent se retrouver dans des conflits de loyauté. Donc voilà, il faut faire attention à eux et ces supports servent aussi à ça. Le médium de l'art, oui. Oui, dans mes propres recherches sur la fonction de la littérature, c'est ce que j'ai appelé la bonne distance. C'est-à-dire que la littérature va mettre la question philosophique dans une bonne distance affective, ni trop proche du vécu, de l'intime qui va être surchargé d'affect, ni le concept qui lui est trop abstrait. Donc, parler, discuter, réfléchir à partir des personnages, c'est permettre de mettre justement la question philosophique dans une bonne distance affective qui va être féconde pour le travail de la pensée. Surtout dès le plus jeune âge. Oui. Parce que c'est vrai que c'est une manière peut-être très naturelle à l'esprit de l'enfant pour commencer à poser des questions que d'être dans l'imaginaire déjà d'abord, en fait, peut-être. Oui. Et c'est vrai que dans certains ateliers, moi, ça m'arrive de commencer par des courts récits, mais souvent, c'est ce qui leur reste. C'est-à-dire tout du long de l'atelier philosophique et peut-être même lors de l'atelier créatif, ils vont continuer à faire référence à l'histoire qui leur a été racontée. Moi, j'entends autre chose dans la philosophie avec les enfants d'école élémentaire, c'est qu'on n'est plus dans le jeu de référence aux philosophes, aux époques de la philosophie, qui est souvent la demande, ou en tout cas la demande telle qu'elle est comprise par les élèves de terminale, qui peut rendre... bon, c'est assez ludique de citer des philosophes et de savoir placer des noms, et en même temps, ça assèche un peu la philosophie. Alors, ma question, elle est double. Est-ce que c'est bien d'en sortir? Bon, on va dire que oui, peut-être, j'imagine. Et deux, est-ce qu'on acquiert tout de même une certaine culture de la philosophie et des penseurs? Vous voyez que je n'hésite pas à me contredire, Christian Budex, dans ces ateliers philosophiques. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire de la philosophie? Il y en a, enfin, je veux dire, il y a des praticiens et des praticiennes qui, évidemment, sans faire un cours de philosophie, profitent de l'occasion pour donner des éléments de culture philosophique par des moyens qui sont, là encore, je pense aux plus petits. Je peux en avoir une qui est accrochée derrière moi. J'en ai une qui est là. Voilà, elle est là.
Non, je Donc, les ai toujours avec moi, voilà. voilà. Il y a des petites qu'on met au bout des doigts, Jean-Jacques Rousseau, Oui. Marx, Épicure. Voilà, il y a des moyens de Celui-là. discuter de la culture philosophique, pas s'empêcher de le faire. En revanche, à hauteur d'enfant, il s'agit de philosopher. Donc, de ce point de vue-là, on ne s'interdit pas de pouvoir en diffuser, mais ça n'est pas un cours de philosophie. Mais d'autant que les élèves... Pardon, vas-y. Vas-y, Fanny. D'autant que les participants, ils réagissent très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants n'ont pas cette crainte des philosophes. Ils n'ont pas, ils n'ont pas cette crainte de ne pas comprendre une citation ou bien un concept qu'on va leur soumettre. Et donc, ils y réagissent souvent avec une fraîcheur et une intuition qui très souvent tombent juste. Donc, ça arrive qu'on puisse, moi, ça m'est arrivé parfois de me dire, tiens, je vais voir si cette citation de Nietzsche, alors évidemment, elle est choisie, hein, je la choisis bien, mais je vais voir si, ce qui va se passer. Et donc, je la lis à un moment qui me semble propice et opportun lors de l'atelier. Et très souvent, je vois vraiment qu'il y a une quête, une recherche de leur part à essayer de comprendre ce qu'un philosophe a bien pu vouloir dire. Et donc, ils vont faire des tentatives et essayer de comprendre. Et on est déjà dans aussi une démarche philosophique, parce qu'on ne peut pas faire tout à fait l'économie, il me semble, de l'histoire de la philosophie, dans la mesure où il y a des philosophes qui ont pensé bien avant nous, bien avant nous, les problèmes que nous nous posons. Et donc, c'est assez juste de leur faire aussi hommage. Et de ne pas faire semblant de ne pas être au courant. Voilà. C'est le contraire de l'hypocrisie, la philosophie. Ouais. Puis c'est important parce que ça est expliqué dans l'histoire de l'humanité aussi, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont fils et filles des mêmes questions que les philosophes et les humains qui se posaient les mêmes questions qu'eux il y a 2000 ans. Donc ça, c'est important, ça contribue à les insérer dans le sens de l'histoire de l'humanité tranquillement, en faisant des références à des citations, par exemple, comme le disait Fanny. Et juste pour dire aussi, c'est d'autant plus pertinent que quand les références, elles viennent suite à un propos d'enfant, et quand l'animateur peut percevoir dans le propos d'enfant en lui disant, mais tu sais ce que tu dis là, il y a un philosophe, il s'appelait Kant, il disait à peu près la même chose. Et ça, je peux vous dire que ça arrive quand même, pas tout le temps, mais ça arrive régulièrement, et ça, c'est vraiment impressionnant. Là-dessus, je veux bien juste rebondir sur un atelier que j'ai fait il y a 15 jours dans une école primaire, sur la thématique du rêve. Qu'est-ce qu'un rêve? On était dans une question assez ouverte et simple. On a essayé de construire un peu ensemble. Et puis, je leur ai lu l'histoire de Chuang Tzu. C'était cette histoire assez connue où Chuang Tzu fait un rêve et il rêve qu'il est un papillon. Et au réveil, il ne sait plus très bien s'il est un papillon qui rêve qui est Chuang Tzu ou Chuang Tzu qui est arrivé à être un papillon. Donc, cette frontière un peu poreuse entre rêve et réalité. Et je raconte cette histoire aux enfants. Et au fur et à mesure, en fait, de l'atelier, j'ai un jeune participant qui me dit, mais quand j'ai demandé comment être sûr que là, nous ne sommes pas en train de rêver, là, il m'a dit, mais ça, c'est la bonne question à se poser. Et il a essayé à plusieurs moments, essayé de trouver des éléments, donc il en a proposé un certain nombre pour dire, voilà, là, je suis sûre que je ne suis pas en train de rêver à ce moment même. Et puis, je suis venue plus tard à l'école à 16h30, donc à la fin de la journée. Et à la fin de la journée, il est revenu me voir et il m'a dit, je crois que j'ai trouvé. Pourquoi je peux être sûre que je ne suis pas en train de rêver? Il m'a dit, parce que là, je suis en train de me questionner. Et je me questionne en ce moment même et je me pose la question. Et si je me pose la question, c'est que je ne suis pas en train de rêver. Et là, on revient au chemin, à un chemin similaire à celui de Descartes. Descartes, évidemment. Ouais, bon, pour le coup, on a des références et c'est très amusant, évidemment, de s'inscrire individuellement dans cette histoire plus que collective. Alors, on pose une autre question, on vous pose une autre question. Elle est intéressante parce que, pour le coup, on ne parle pas de l'école, mais des bibliothèques. Alors, est-ce qu'il existe des formations? C'est vrai qu'on a assez rapidement parlé des formations des enseignants, mais est-ce qu'il existe des formations, par exemple, pour les bibliothécaires, pour intégrer la philo dans des animations en bibliothèque? Ah oui, c'est très je peux vous concret. dire déjà que les bibliothèques de Paris ont dans leur catalogue 3 journées de formation aux ateliers de philosophie. Je sais qu'en Loire-Atlantique aussi, c'est inscrit dans le catalogue de formation. Donc ça, je peux vous dire que oui, il y a des initiatives où les ateliers de philosophie sont proposés au catalogue de formation continue. C'était la question de Diane, pour citer son nom, et une autre Diane, mais qui est au Québec, pose une question sur
le fait que la philosophie arrive tard dans le parcours scolaire. On a parlé de la terminale en France, c'est pareil au Québec, c'est à 17 ans. On sait que tout le monde ne va pas aller au lycée général où on pratique la philosophie. Il y a eu des expérimentations au lycée professionnel, mais bon, c'est pas suffisant et élargi, c'est même aujourd'hui retiré. Est-ce qu'on pourrait avoir pour objectif que tous les enfants, dans leur parcours, dans leur vie, quelque part, à l'école, à la bibliothèque, puissent accéder à la fréquentation de la philosophie? Je dis fréquentation à défaut d'autres mots, je ne sais pas si on la pratique toujours, mais en tout cas, savoir que c'est pour soi, que si on veut, c'est accessible, on est éligible tous autant qu'on est à la pratique philosophique. Qui veut répondre? Bah moi, je dirais que justement, si on parlait un peu tout à l'heure de démocratie, je pense à John Dewey qui disait ce qui renforce la démocratie, ce sont des moyens démocratiques. Et je pense qu'effectivement, ce serait un bel objectif, puisque vous posez la question, que de pouvoir se rendre facilement tous à des ateliers de philosophie, oui, adultes, les enfants, les jeunes, les adolescents et les anciens. Ouais. Oui, puis je pense que c'est un enjeu même d'éducation à la citoyenneté, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire si il y a l'idée qu'une république démocratique compte sur l'existence de citoyens éclairés et en capacité de pouvoir décider de leur destin collectif, il y a quand même l'idée de pouvoir réfléchir ensemble, essayer de déterminer, chose combien difficile, les intérêts que nous aurions en commun et comment faire cela sans en discuter, avec un minimum et de savoir-faire critique et de savoir-faire éthique. Donc, au-delà du plaisir, de l'accès à la culture, c'est, je crois, un enjeu politique qu'on évoquait au début de cette rencontre qui est présent derrière. Et puis juste pour ajouter, par rapport à la question de la formation des bibliothécaires, il existe aussi depuis 3 ans à l'université de Nantes, peut-être à Guy Chiroter, je le dis parce qu'elle a oublié de le dire, alors je ne peux pas oublier. Merci de préciser. Un diplôme universitaire de pratique de la philosophie qui accueille bien sûr des enseignants, mais pas seulement, des gens qui viennent de tous les horizons, qu'ils soient artistiques, d'ailleurs culturels de façon générale. Angie Gadea, parce que ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu sur cette circulation de la philosophie à la fois à travers les âges de la vie et de l'enfance. Et puis, vous qui venez du Costa Rica, vous me l'avez dit dans la présentation, est-ce que vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose en France, qui se passe aussi ailleurs, ou que ça se passe particulièrement en France? Déjà, pour les comparaisons que vous pouvez faire. Oui, déjà pour moi, c'était vraiment intéressant de savoir que ça se passe avec les enfants en France, parce qu'au Costa Rica, malheureusement, ça ne se passe pas pour l'instant. Si ça commence, peut-être, je suis pas au courant. Avec Fanny m'a appris un peu qu'au Canada, ça se passe aussi beaucoup, en Belgique aussi. Mais déjà, je trouve que la façon de créer un atelier où on a une variété de personnes avec des différentes origines, parce que en France, c'est la richesse, je trouve, c'est la richesse de la France, qu'on a beaucoup de personnes avec beaucoup d'origines. La partage, vous parlez de la partage et comment on peut tous créer un avis sur un sujet. Je trouve que précisément en France, la richesse de ça, c'est il faudrait les mettre en pratique, peut-être, comme vous dites, avec des sujets beaucoup plus compliqués. Tout le monde peut apporter quelque chose, et en France, déjà ça se passe, et peut-être qu'il faudrait les passer dans des autres domaines, comme vous avez dit. Dans des autres domaines. Non, mais merci. Je vais laisser le mot de la conclusion à Edwige Chirouter avec cette question de Noura qui retourne finalement l'intitulé de cette table ronde. On parlait de la pratique philosophique, les ateliers avec les enfants, mais si on parle de l'enfant qui philosophe, que peut-on dire de cet enfant qui philosophe? Bien sûr, il y a autant de façons de le faire qu'il y a d'enfants, mais est-ce qu'il y a une particularité quand on est enfant de l'approche? On a entendu quelques éléments, mais vous, que diriez-vous en conclusion
de l'enfant qui philosophe? Mais je dirais que c'est un enfant qui dit, et je l'ai souvent entendu, je ne savais pas que j'avais tout ça dans ma tête. Et c'est vrai que c'est des moments de reconnaissance. Si on prend un mot fort en philosophie contemporaine, on manque tellement de reconnaissance comme on nous parle, disait Christian tout à l'heure. Et c'est vrai que le mot de reconnaissance, de manque de reconnaissance, c'est un mot du siècle, c'est un mot contemporain. Et je crois que les ateliers de philosophie, ce sont des moments de reconnaissance au sens fort du terme. Tu as 4 ans, tu as 5 ans, et ben la question que tu te poses, elle est pour toi ici et maintenant parce que tu es un être humain, que tu es en prise avec le monde et qu'on va te donner justement le temps de pouvoir construire ta propre pensée. Et c'est un moment d'émancipation aussi, comme l'école qui devrait être un lieu d'émancipation, ben, la philosophie, ça devrait être un levier d'émancipation. Donc, reconnaissance et émancipation, je pense que les ateliers de philosophie, si les enfants peuvent les pratiquer à l'école et dans la cité de façon régulière, c'est vraiment des moments qui leur permettent de grandir en humanité. Un enfant qui philosophe est un enfant qui s'émancipe, et ça, c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. C'était extrêmement intéressant. J'ai moi-même appris des choses et je me pose encore beaucoup de questions. C'est un petit peu l'objectif. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Sébastien Godlus. Merci beaucoup, Louise Pourret, pour cette animation très, très vivante. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Je remercie bien sûr aussi très chaleureusement l'ensemble des intervenantes et intervenants, Edwige Chirouter, Fanny Bourillon, Angie Gadea et Christian Budex pour vos réponses précises, très, très vivantes. Merci d'avoir pris d'ailleurs des exemples extrêmement précis, je pense, qui étaient très, très clairs pour l'ensemble du public. Je me remercie bien sûr aussi l'ensemble des collègues de la régie audiovisuelle et de la communication qui ont permis que cette rencontre puisse se passer dans les meilleures conditions, très confortables. Et d'ailleurs, donc comme cette rencontre était diffusée en direct puisque nous étions en ligne, donc le replay sera disponible sur Facebook tout de suite après et sera à nouveau visible aussi sur nos autres réseaux que sont la Web TV de la Bibliothèque publique d'information et notre chaîne YouTube d'ici quelques semaines. Et puis j'invite aussi tous ceux qui veulent approfondir encore plus le sujet, de vous procurer en ligne sur le site de la BPI la bibliographie sélective qui a été réalisée par les collègues de la bibliothèque, donc en lien avec le thème de ce soir, peut-on philosopher avec des enfants. Voilà, à très bientôt et très bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci. Et merci. Au revoir. Au revoir.